Alors, bon, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai intitulé, bon, j'avais laissé un petit quelques lignes pour me servir aussi un peu de repère sur ce dont je voulais parler ce soir, la révolution numérique et l'individu de l'hypermodernité face au sujet du langage. C'est un titre assez vaste. Euh, voilà, je vais essayer en tout cas de ramasser certaines choses dans mon propos et puis surtout de voir un petit peu les échos que ça peut faire pour chacun ici, heu, quant à la clinique, quant à nos pratiques cliniques et puis, à la lecture qu'on fait cette année, enfin depuis l'année dernière déjà sur ces incidences subjectives, heu, du numérique. Mmh mh. Hem, alors ce soir, vous allez entendre la voix de la critique. Eh oui, c'est Jérémy qui parle, puisqu'il m'a été assigné d'office cette fonction par mes camarades, heu, dans notre trio de doc et de choc. Voilà, ça sera de la critique, mais dans son versant, j'ai envie de dire, heu, positif, hein, pas quelque chose du côté de la morale, ou du jugement. Et donc bon, si vous avez lu ces quelques lignes là que j'ai proposées, l'idée ça va être, hem, d'inscrire mon intervention, une fois n'est pas coutume, avec une portée politique sur nos lectures, cliniques, donc des incidences subjectives du numérique. Et donc, c'est un petit peu, j'ai aussi construit, mon propos, avec, par rebond de la première séance qu'on a eue cette année là, au mois de septembre, quand Louis intervenait et donc, quand il citait, heu, notamment l'hypermodernité, sur lesquelles il est revenu, dans ses définitions. On avait vu postmodernité, hypermodernité, heu et donc je me suis appuyé notamment, hein, j'ai relu pas mal Lipovetsky, j'aime beaucoup ses lectures, je trouve vraiment précieuses. Heu, entre autres, mais aussi Ehrenberg, alors que certains connaissent, Alain Ehrenberg, heu, voilà, qui sont pour moi des penseurs, très éclairants, hein, pour penser notre modernité, son malaise. Les ouvrages de Lipovetsky d'ailleurs, donc depuis 83, hein, il est dans une série, hein, c'est ce que tu avais pu, dire Louis, hem, son premier opus sur, la modernité, l'hypermodernité, c'est en 83 avec donc L'ère du vide, et puis ensuite il y a eu Le bonheur paradoxal. Il a continué un petit peu, son sa lecture, Les temps hypermodernes, hem et en fait il a affiné aussi, hein, sa lecture en fonction des changements sociétaux aussi, des changements d'époque. Hem Voilà, et c'est d'ailleurs un regard très critique qu'il a, hein, et non moral ou moralisateur. C'est un vrai travail de sociologue, heu, qui me semble, et qui croise d'ailleurs comme Ehrenberg, le regard psychanalytique et qui entend, hein, donc l'héritage freudien. Cet héritage que bon, j'en avais parlé l'année dernière au séminaire, mais c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur et c'est un peu le cœur de ce qu'ont été mes recherches et ce qui m'intéresse. Heu Cet héritage freudien, c'est un peu le Freud, on avait parlé de la deuxième heure, si on peut dire, heu, celle d'une psychologie individuelle simultanée à une psychologie sociale. Avec cette idée que je trouve vraiment précieuse. Heu, Ce qu'il y a de plus intime chez un sujet, voilà, a toujours partie liée avec ce qu'il y a, de plus politique. Et d'ailleurs, Lacan reprendra ça à ses frais en 66, heu, dans les écrits où il va dire: «Le collectif, bah, c'est quoi? Ce n'est rien que le sujet de l'individuel». Là, on voit d'ailleurs qu'il emploie, à la fois le mot sujet et individuel, parce qu'on va pas mal parler d'individus, hem, donc c'est une formule qui est très, très intéressante aussi. Hem, voilà, donc la manière dont se noue psychanalyse et politique, en d'autres termes, c'est toujours à comprendre comme l'articulation des discours d'une époque, là, de notre époque, 2022, qui vont varier selon, heu, le contexte culturel.
contexte sociétal, et qui vont porter donc les traces, celles que nous on écoute, de la subjectivité d'une époque. Bah là, on va essayer d'entendre aussi ce qu'on pourrait appeler l'individualité d'une époque, et non la subjectivité. Voilà, et je ferai un détour aussi par Jérémy Bentham, et Freud et Lacan également. Je voulais vous parler un petit peu de ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, j'avais annoncé le discours de parler du discours de la science euh, chez Lacan. Euh, je vais voir, sinon ça sera pour une intervention ultérieure, peut-être cette année. Je vais voir au niveau du timing, parce que je pense que ça serait une bonne chose de pouvoir discuter ensemble et puis de voir les réflexions, ça peut nourrir aussi chez vous suite à ma communication. Alors, notre séminaire cette année, on avait un petit peu, on a discuté de ça avec Olivier et Louis. Il s'intitule Le numérique dans la clinique contemporaine et ses incidences subjectives. Il y a cette idée du contemporain qu'on a voulu rajouter finalement au titre du séminaire. Et parce que il nous semble qu'il s'inscrit dans une lecture du malaise dans la culture actuelle. Du malaise donc, que Freud a posé et qu'il est intéressant d'actualiser, de réactualiser. Le numérique, évidemment, s'inscrivant parfaitement et précisément même dans le contemporain ou la contemporanéité. Et, et alors, possiblement, pour être à même de nous indiquer, euh, euh, nous proposer une lecture sur un certain état du malaise. Malaise dans la culture numérique. Hein, ouais, le nommer comme ça. Et évidemment, ça et là, on l'entend dans nos pratiques cliniques euh, qui vient aussi se poser. Euh, donc, poser ce contexte politique, comme je vais essayer de le faire en début d'intervention, ça me semble être un préambule indispensable à notre lecture psychopathologique du sujet, euh, en sens que le contexte politique, je vais essayer d'amener cette idée-là, euh, va être attenant à notre contexte numérique. Je l'ai appelé comme ça, contexte numérique. La dématérialisation, bon, on entend la dématérialisation aujourd'hui, l'atomisation des individus via le numérique, etc. Donc c'est un petit peu, ça va être un peu l'occasion d'une caisse de résonance peut-être euh, avec cette lecture politique sur notre lecture, nous, du numérique. Alors, je commence avec donc l'idée de l'hypermodernité, euh, comme l'a posé Lipovetsky. Euh, voilà, je voulais revenir un peu là-dessus. Aujourd'hui, il nomme en fait l'hypomodernité un individualisme qui est total et narcissique. Depuis les années 50 et 60, avec l'essor de la consommation de masse, on va assister alors à ce qu'il appelle une deuxième révolution individualiste. Euh, Poursuite du bien-être privé, hédonisme de type narcissique, le self-love, hein, qui est un terme emprunté, avancé hein, en première instance par Adam Smith, donc le père du libéralisme, dans son ouvrage phare qui est la richesse des nations. Voilà, cette idée que chacun puisse vivre pour lui-même dans sa sphère privée. L'hypermodernité d'un point de vue politique, d'un point de vue, j'ai envie de dire, de la philosophie politique, bah, c'est l'instauration, j'en ai déjà beaucoup parlé, du système ou même du logiciel néolibéral, hein, celui qui dessine notre ciel politique actuel, hein, la politique de l'hypermodernité. C'est-à-dire donc une logique marchande, concurrentielle, qui s'immisce aujourd'hui dans les moindres sphères des économies humaines, dans les moindres domaines, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans nos institutions de santé mentale, à l'école, à l'université, etc., etc. Logique marchande, logique entrepreneuriale, hein.
la culture entrepreneuriale, cette culture-là. Un marché pour tout et pour tous. Voilà, moi j'aimais bien dire, c'est non pas la République en marche, c'est la République en marché. Euh, voilà, un peu de la façon d'être cerné euh, ou encerclé. Mais évidemment, c'est ce qui nous intéresse nous aussi, puisque ce politique a à voir avec ce qu'il y a de plus intime chez un sujet, pour les cliniciens, les psychanalystes, dans notre tissu social, dans les trames de langage, dans notre rapport à soi et dans notre rapport à l'autre. C'est là qu'on essaye de recueillir quelque chose. Donc si l'autre nom du néolibéralisme, c'est non pas l'individualisme, mais bien l'hyper-individualisme, hein, c'est-à-dire un individualisme qui est euh, excessif, va au-delà. Euh, je trouve que de le nommer justement, enfin je l'avais nommé dans ma thèse, discours du maître hyper moderne. Et cette idée d'hyper, en fait, parce que bon, il l'emploie quand même, Lipovetsky l'emploie, mais il me semble vraiment judicieux quant à ce qu'est la philosophie individualiste, hein. Euh, c'est bien une position supérieure, c'est-à-dire une grande intensité, un excès. Et là, je vais essayer de montrer que la politique actuelle a évidemment intérêt à, à appuyer, à être excessif dans l'idée euh, de fabriquer, de façonner l'individualité, hein, l'individualisme. Et c'est donc une politique des hypermodernes, je disais, qui procède d'un contrôle. Foucault l'avait saisi avec évidemment la biopolitique, hein, ses cours au Collège de France, où l'idée n'est pas de libérer les individus, évidemment il y a des choses qui se libèrent, mais c'est l'étymologie d'ailleurs du libéralisme, se libérer des forces étatiques à l'origine, c'est ça le libéralisme, donc il y a la liberté qui est en fond, mais où c'est un contrôle des corps de plus en plus resserré. Voilà. C'est ça l'idée l'idée de la biopolitique, est vraiment tout l'apport de Michel Foucault, il est sur ce point-là. Et il y a un peu cette idée aussi en avançant dans cette modernité, euh, bah de régler son compte au métier impossible du gouverné, hein, que Freud avait euh, épinglé comme une boutade après Kant, hein, Kant qui en a parlé déjà dans la métaphysique des mœurs. Euh, Régler son compte au métier impossible de gouverner. Bon. Je crois que le numérique, la révolution numérique, c'est aussi la marque, c'est la marque, une des couleurs de cette hypermodernité. Euh, L'ère numérique, je trouve que le terme j'avais parlé d'ère néolibérale, mais en fait le mot ère est assez intéressant. Ça vient du latin aera, qui signifie monnaie. C'est assez drôle. Euh, D'où le nombre ensuite. Et puis, ça signifie l'ère, le point de départ d'une époque. Voilà, point de départ d'une chronologie. Une époque qui commence à un nouvel ordre des choses. C'est-à-dire qu'il y a une suite d'années, puis un point fixe. Et on pourrait penser, en tout cas, dire que ce point fixe, donc c'est aujourd'hui le numérique, la culture du numérique, puisque, a priori, on ne reviendra pas euh, en arrière, euh, et c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Nous sommes donc dans une société de consommation, d'hyperconsommation, l'hypothèse le rappelle, mais aussi donc de communication. Donc consommation de masse, mais aussi aujourd'hui, plus que jamais, communication de masse, qui viennent se superposer. C'est un des premiers points que je voulais soulever. Euh, il me semble que cette hypercommunication permet d'impulser une dynamique d'individuation de plus en plus marquée. Et c'est bien, ça va bien dans le sens de cette politique des hypermodernes. Impulser une dynamique d'individuation de plus en plus marquée. Alors Lipovetsky va souligner ce point-là aussi. En premier lieu, c'est la révolution du capitalisme, hein.
moderne. C'est celle-ci, cette consommation de masse effective à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui n'a fait que prospérer et qui n'a fait que grandir. Avant même donc cette autre révolution, cette nouvelle ère numérique, informatique, Internet, l'essor de la communication et son versant, plutôt son envers, et c'est peut-être là aussi qu'on va faire cheminer nos réflexions, le déclin de la parole. Hein. Donc, bon, cette idée-là quand même qu'on entend. Essor d'une communication et une parole qui décline, un rapport à la parole qui vient décliner. Donc, on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se joue là dans ce balancier-là. Hein. Bon, quand sur la politique, on vient justement s'évertuer à appuyer sur cette fabrique de cet individu hyper moderne, et derrière notre sujet de la parole qui tend à s'essouffler. Bon, voilà, aujourd'hui, évidemment, cette communication de masse passe au un par un. Quand je vous parlais d'individuation, un portable pour chacun, un écran pour chacun d'entre nous. Les portables sont réclamés de plus en plus jeunes par les enfants, dès l'école élémentaire. Euh, bon, voilà, c'est quelque chose qui se joue aujourd'hui. Alors sur cet individu hyper moderne, pour en faire un peu l'anatomie, hein, et reprendre la lecture, essayer d'en comprendre la résonance avec le numérique. Dans l'ère du vide, justement, en 83, Lipovetsky va poser la question du paradigme individualiste avec donc cet individu de l'hypermodernité. Je rappelle, hein, qui est l'individu du néolibéralisme, hein, l'individu idéal, hein, si vous voulez, du gouvernement, de la gouvernance néolibérale actuelle. Cet individu que l'hypermodernité s'évertue à fabriquer et que donc les pratiques numériques pourraient venir tendre à alimenter. Parce que c'est précisément cet individu que nous entendons sourdre au-delà du sujet que nous écoutons. Hein, il y a cet individu aussi au-delà du sujet qu'on écoute dans nos cabinets cliniques, dans nos institutions, et qui vient révéler peut-être, en tout cas, une souffrance chez un sujet qui peine à s'y accrocher, à ce costume qu'on lui propose. Voilà qui participe peut-être d'un malaise dans la culture de l'individualisme. Alors, suivant les préceptes de cette idéologie, il adoptera la culture de l'individu, celle-là même qui fait émerger un nouveau rapport au monde, donc un nouveau rapport à soi, un nouveau rapport aux autres. C'est donc l'individu, je vous disais, idéal, cet individu hypermoderne, servant au rouage de la politique hypermoderne. Et là, c'est là que je fais un court détour par Jérémy Bentham et son fameux panoptique. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment le philosophe politique du calcul utilitariste. C'est celui qui prévaut actuellement. Jérémy Bentham, donc, qui était un jeune avocat, vraiment un prodige, brillant, anglais, et donc qui qui est le penseur, le père de l'utilitarisme. Lui, il va faire en fait émerger la figure d'un homme qui s'envisage comme un sujet économique. En fait, c'est l'homme lui-même ce que postule sa doctrine utilitariste, c'est dans l'homme lui-même, pardon, que l'on trouve la meilleure des solutions pour gouverner. C'est l'anthropologie de l'homme économique qui va fournir la clé universelle, le fondement ultime de la grande construction normative des sociétés modernes. Voilà qui porte le germe de ce qui va être le grand principe de nos sociétés hypermodernes, d'une politique néolibérale actuelle, c'est-à-dire que l'intérêt devient un principe d'action. Et la passion, qui jusque-là enchaînait l'homme, devait être regardée, aujourd'hui sera regardée comme ce qui l'émancipait. Donc cet homme économique ne va en fait n'avoir d'intérêt, si vous voulez,
ne valoir en conséquence qu'à être utile à l'intérêt de tous. C'est un immense projet que Bentham va donc nommer le panoptisme. Et voilà, à la fin de sa vie, il va avoir l'idée folle comme ça d'une codification générale de la législation anglaise. C'est l'œil panoptique. Foucault, il va reprendre un petit peu cette lecture-là sur la biopolitique et le contrôle. Le panoptique devient alors pour lui, je cite, la formule du gouvernement tout entier, la formule même du gouvernement libéral. Foucault va remarquer à sa suite que l'art libéral de gouverner passe par une formidable extension des procédures de contrôle, de contrainte, de coercition, qui vont constituer comme la contrepartie et le contrepoids des libertés. Il y a bien là un principe d'utilité à ce que l'individu hypermoderne déchaîne, ou en tout cas s'adonne à ses passions, euh, notamment sur les outils numériques, avec cette idée c'est un peu la maxime de Jérémy Bentham, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Les outils et les gadgets numériques aujourd'hui participent de ce bonheur, en tout cas, au plus grand nombre. Alors, maintenant, je voulais venir sur l'autonomie de l'individu. L'individu hypermoderne, c'est celui qui, donc, suit ses propres choix, qui est à l'écoute de sa propre personne, de sa propre individualité, de ses propres choix de vie, de ses propres choix de consommation. C'est l'individu consommateur. Euh, c'est cela donc qui servira à l'ensemble de la structure collective. C'est un des grands principes des temps hypermodernes, un des écrits de Lipovetsky, la célébration et l'invitation à l'autonomie de l'individu. Donc une autonomie, on l'entend ici, de type capitaliste. Hein. Et donc c'est ce nouveau idéal d'autonomie. Et donc, évidemment, son envers, ou sa conséquence, un certain déclin des structures sociales d'encadrement. Voilà. Ce concept d'autonomie, Alain Ehrenberg va aussi longuement en parler, notamment dans La société du malaise, qui est vraiment très riche. Ce livre, je le trouve extrêmement complet. Je vous invite à, à sa lecture. Parce que ce croisement interdisciplinaire entre le sociologue et puis le regard qu'il a aussi sur la psychanalyse est très précieux à mon avis. Voilà, Ehrenberg, dans La société du malaise, dit que l'autonomie aujourd'hui est partout dans le social, que c'est érigé en valeur suprême dans la société. Propriété de soi, agir de soi-même, être aux commandes de son plan de consommation, hein, je disais, de son plan de vie, etc. C'est bien ici, remarquez, le slogan néolibéral qui vient se poser. Hein. Égalité, pardon, liberté, égalité et pluralité. Et non plus fraternité. Pluralité ou multiplicité, si vous voulez, des modes d'existence et des plans de vie, de consommation de chaque individu, ou un par un. Pas au cas par cas, ou un par un. Liberté, égalité, multiplicité. L'individu, donc c'est l'individu, cette figure, après l'homo economicus, pardon, c'est la fameuse figure de cet individu entrepreneur de lui-même. Hein, cet homme qui se conduit par lui-même, qui conduit sa vie comme une entreprise, hein, son entreprise de vie. C'est toute cette culture, évidemment, euh, managériale, entrepreneuriale, qui essaime, qui infuse, qui s'essaie à infuser les subjectivités. Et là, hein, c'est un endroit qui est extrêmement important. Il s'essaie. Euh, il a la capacité à se gouverner par lui-même, à agir de lui-même. Nouvelle valeur, nouvel idéal, donc véhiculé par la politique hypermoderne. Voilà. Le moi est maître de sa propre entreprise. J'ai dit cette idée-là.
remarquez évidemment, à l'envers de notre sujet de l'inconscient. C'est ce que Ehrenberg va notamment assimiler à ce qu'il nomme la privatisation de l'existence, cette idée d'un homme privé, hein, sa vie privée, et qui vient succéder donc à l'homme public. Voilà. Il y a Bob Aubrey aussi. Bob Aubrey, c'est un auteur américain de cette culture de l'entreprise qui parlait d'entreprise de soi. Voilà, l'entreprise de soi. L'individu, c'est un individu qui s'appuie sur lui-même, sur ses capacités, sur ce qu'on appelle dans cette culture managériale son portefeuille de compétences. Euh, et donc, cette diffusion systématisée de cette philosophie individualiste de type néolibéral, euh, eh bien, elle entend donc, je vous l'ai dit, ordonnancer la fabrique d'une subjectivité inédite, qui est d'ailleurs plus individualité que subjectivité. C'est là aussi où je voulais en venir. Les réseaux sociaux vont sous-tendre cette idée de s'appuyer sur ses capacités, montrer le meilleur de soi-même, entreprendre donc la création du meilleur profil, du meilleur compte, etc., la meilleure image de soi. Ehrenberg, afin donc de gagner plus, toujours plus. Voilà. Bon, Ehrenberg va montrer que la subjectivité, qui hier était réprimée, hein, ça c'est ce que d'aucuns constatent depuis quand même plus de 25 ans maintenant, euh, hier réprimée par les interdits, hein, qui empêchaient d'une certaine manière de devenir soi, hein, qui faisaient de nous des névrosés. Bon. Ben, aujourd'hui, c'est plutôt une individualité qui est libérée et qui mène à ce qu'il appelle des pathologies de l'idéal. Pathologie de l'idéal, juste de cet idéal de, comment dire, d'autonomie, notamment, de s'entreprendre soi, voilà, lesquelles seraient liées, ces pathologies, à cette insistance, et une insistance, une urgence à rejoindre son individualité, hein, à se couler, se fondre dans l'individualisme, à rejoindre ces normes, ces valeurs portées par ce nouvel idéal d'autonomie, à cette obligation de devenir soi. Injonction, plus encore que ce soit beau, performant, compétitif, bankable. Donc l'accès et l'omniprésence aux nouvelles technologies numériques et les interfaces qui en fait individualisent le rapport de l'utilisateur avec son outil, qui l'enjoignent à libérer, à accéder à cette individualité, rejoignent précisément le nouvel idéal contemporain d'autonomie. Il y a ce constat-là d'une chute des idéaux dans notre modernité. On avait évoqué ça d'ailleurs, je trouve que c'est un fil qu'on doit continuer à étirer pour penser le numérique, je crois, qui est ce balancier, enfin ce déséquilibre-là qui se fait de plus en plus entre le moi idéal, du coup, moi idéal narcissique, et puis l'idéal du moi. L'idéal du moi, voilà, qui verse du côté de l'autre, et évidemment euh, des vrais idéaux, on pourrait dire, ou des idéaux qui font tenir le sujet, qui vont lui donner sens. Moi idéal versus idéal du moi. J'avais parlé non pas d'un idéal du plus aujourd'hui, mais d'une idée du plus. Parce que enjoindre à devenir soi, autonome, et à toujours gagner plus, c'est une idée, toujours plus de likes, toujours plus de followers, vous connaissez un peu, voilà, gagner toujours plus d'argent. Ce plus, c'est une idée qui est vieille en fait, qui est une idée grecque très vieille, qui est la pléonexia. Vous l'avez déjà évoqué, je le recite là. La pléonexia en grec, c'est vraiment cette idée de vouloir posséder toujours plus, avoir encore plus, plus, plus. Donc ça a un nom, pléonexia. Euh, voilà qui rejoint une néo-valeur portée aujourd'hui. Pourtant, l'autonomie, bah, elle renvoie précisément plutôt à l'individualité. Alors, Ehrenberg associe autonomie et subjectivité. En fait, c'est quasi un schisme. Ça ne fonctionne pas.
La subjectivité, elle renvoie, bah, on est bien placé pour le savoir, à la soumission, à la sujétion, à l'assujettissement, voire on le travaille, on ne travaille que ça dans nos cabinets, à l'aliénation, à ce sujet aliéné, l'ose du symptôme, voilà. Parce qu'il s'oppose euh, frontalement à cette autonomie du sujet. C'est un peu la partie de l'individualisme, justement, l'autonomie. Un individu un par un. Case par case et non pas cas par cas. Voilà. Étymologiquement, voilà, ce sujet, c'est cette idée d'être assujetti à des lois du langage qui le déterminent, aux lois du langage. Il y a une surdétermination du sujet à la structure du langage. C'est ce qu'on défend. Hein, c'est ce qu'on écoute. Quand on parle de subjectivité, on parle bien d'un sujet de l'inconscient, un sujet du langage. Donc ce sujet assujetti aux lois du langage et aux effets de l'inconscient. Et d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que subjicere, le participe passé-passif, c'est placer dessous, amener à proximité, soumettre ou subordonner, placer dessous. On voit bien que tout cet idéal contemporain, c'est au contraire, c'est se placer dessus, au-dessus de la mêlée. Ehrenberg va souligner que l'autonomie qui hier était une aspiration, aujourd'hui, à l'heure actuelle, devient condition. C'est une condition. Or, ce dont on parle ici, c'est que la psychanalyse offre une lecture qui est tout autre, hein, qui est celle d'un sujet traversé de part en part, lui, par l'hétéronomie. Le néologisme qui pourrait valoir aussi, c'est l'autronomie, hein, versus l'autonomie. Puisque ce dernier, précisément, parle depuis un autre, cette famille qui lui parle, comme disait Lacan, famille qui lui parle, et vers l'autre, par les effets que sa parole vont produire dans l'intersubjectivité. Donc la condition de l'homme, ben, ce n'est pas celle qui actuellement est un petit peu prônée, euh, l'autonomie, mais c'est bien l'hétéronomie. Il y a une citation que j'ai relevée, là, que je trouvais bien aussi, de Lacan dans l'angoisse, sur cette question de l'hétéronomie, hein, qui insiste, qui ne fait qu'insister pour nous, euh, à contrario de ce qui insiste en dehors du cabinet. Voilà. Dans l'angoisse, il dit: ce qu'il s'agit d'avaler, c'est cette vérité première et évidente que la loi morale est hétéronome. Je trouve cette citation très, très précieuse. Page 177 dans l'angoisse, séminaire 10. Alors, je continue un peu cette anatomie là, de cet individu hypermoderne, celui voulu donc, par la politique hypermoderne. Ehrenberg va parler de Lipovetsky, plus de cet individu narcissique, parler du narcissisme, individu narcissique, et de la séduction, pour compléter un peu ce profil de l'individu autonome. Lipovetsky va parler d'un individualisme euh, narcissique ou de réalisation de soi, hein, toujours dans cette idée de la réalisation de soi. Le narcisse hypermoderne, dit-il, va se déterminer en fonction de ce qu'il attire. Il est indépendant de tout sentiment d'obligation envers le dehors. Ici, la séduction s'impose comme le principe directeur de l'existence. Sur Instagram, par exemple, le principe, c'est précisément celui-ci. En fonction de ce qui nous attire, nous suivons, on follow, donc des comptes qui nous intéressent, ceux qui nous séduisent. Séduction y est évidemment au premier plan. Les comptes de femmes ou d'hommes qui affichent leur corps sculpté sont les comptes qui sont suivis les plus abondamment. Donc, l'exaltation de la beauté, du culte du corps, du mieux-être aussi, la nourriture. Euh, donc, il y a quelque chose d'un néo-fétichisme ici, et de cette expression-là, d'un narcissisme hypermoderne, en tout cas, qui vient s'apposer là sur les réseaux sociaux.
Vous l'avez sûrement remarqué, mais cette idée de follow est quand même assez drôle euh, pour les psys que nous sommes. Euh, Tu es suivi quand on nous demande si on est suivi, et là c'est je te follow. Tu es suivi, je te follow. Alors, Lipovetsky parle de pratique ou de modèle narcissique. Pratique ou modèle narcissique, en fait, là j'ai trouvé ça intéressant. Il va citer 4 pratiques ou 4 modèles narcissiques, si on veut, euh, dont un va peut-être attirer en particulier notre attention. Alors, ces 4 pratiques, le narcissisme esthétique, le narcissisme sensitif, le narcissisme du mieux-être intime, et puis ce dernier, le narcissisme écranique, donc via l'écran. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Donc, il va qualifier en particulier les réseaux sociaux. Euh, le partage des photos qui a fait en fait le succès d'Instagram, ce partage de photos. Et en fait, son explosion aussi à Instagram, c'est intéressant de voir aussi à quel moment précisément. C'est-à-dire, c'est au moment de l'émergence des smartphones, donc de cette individuation de cet objet numérique et technologique. Chacun son smartphone. Explosion des smartphones, donc c'est 2010, Instagram. Et en 2012, racheté par Facebook. Et donc, émergence des smartphones et de la 4G. Donc, ça veut dire vraiment un débit qui fonctionne. A montré le pouvoir des réseaux sociaux sur le téléphone. C'est-à-dire un outil technologique que chacun donc a à sa possession et qui vient s'affilier à cette idéologie individualiste qui était déjà en présence. Vient se concrétise sur les 4 narcissismes. Euh, alors, je l'ai redit, oui. Alors, narcissisme, je pourrais. Narcissisme, pardon. Esthétique, narcissisme sensitif, narcissisme du mieux-être intime, et donc narcissisme écranique, comme l'écran. Donc, il se concrétise ce narcissisme écranique, je pointe en particulier celui-là, que j'ai trouvé intéressant, se concrétise dans une pratique exhibitionniste de soi, par les autobiographies, aujourd'hui, notamment dans les films, par exemple, énormément d'autobiographies, euh, mais aussi donc sur les réseaux. Les images de soi, les récits de soi, l'exhibition de sa vie privée, l'exhibition de son intimité sur les réseaux, sur le net, les photos, les selfies postés, les ego trips, etc., etc., que vous connaissez évidemment. Il y a là un euh, donner à voir permanent dans la modernité. Ça, c'est Serge Le Sourd qui le dit comme ça, un donner à voir permanent dans la modernité. Le regard de l'autre sur soi est constant. Et pour autant, il y a quelque chose qui marque, c'est qu'il y a presque une sorte d'ignorance de l'omnivoyance de l'autre sur soi. Euh, on le sait, mais il y a quelque chose qui échappe un petit peu, qui nous échappe. La culture de l'écran, elle mène en fait à une diffusion permanente d'images autopromotionnelles de soi. C'est ça le narcissisme écranique dont parle Lipovetsky. Diffusion permanente d'images qui sont autopromotionnelles de soi. La quête qui vient s'y jouer, bah, c'est celle d'avoir plus de likes. Alors, il y a plusieurs quêtes, évidemment, mais du côté de la pléonexie, celle de plus de likes, de plus de followers, de plus de cœurs. Autrement dit, en fait, parce que c'est là que ça intéresse le clinicien, c'est finalement une gratification, une réassurance de cet autre placé derrière l'écran. Et j'ai essayé d'y revenir après. Euh, je le rappelle, quand on parle de narcissisme écranique par l'écran, euh, que l'étymologie du mot écran, ça vient de l'allemand Schranke, Schranke qui signifie barrière ou qui signifie limite. L'écran, c'est la barrière, la limite. Et ça renvoie à l'idée d'une protection. Ça renvoie bien à l'idée je me protège. Tout ça est quand même très intéressant. Le syntagme de narcissisme écranique que propose Lipovetsky
il ne doit pas nous tromper pour autant. Ça, je trouve ça très important. C'est-à-dire que cet individu hypermoderne dont on fait la description, il n'est pas autosuffisant, évidemment. Pas même qu'il n'est égoïste d'ailleurs, ni solipsiste. C'est là qu'il y a un paradoxe qui se met au jour et qu'il est important de relever. De ces pratiques narcissiques, et ça, peut-être qu'on va essayer de discuter de ça, c'est-à-dire qu'il est à l'affût d'une confirmation de soi par l'autre. Pratique narcissique pardon, et crânique. Vigilant, il est vigilant à se trouver validé, à approuver, à admirer, à être admiré. En quête donc d'une reconnaissance, d'une valorisation de la part des autres. Alors une reconnaissance d'un autre genre, d'un autre type, peut-être inédite, au travers du réseau et derrière l'écran. Forme de stade du miroir écranique. Oui, c'est bien toi. Et on voit que la chose a quand même une autre, il y a une autre tournure. Bon. Voilà. Bon, c'était peut-être que ça amènera une discussion. Alors, et là, je reviens un peu sur, là, je voulais parler de l'horizontalité. On est fini avec ce profil de cet individu-là, hyper moderne, et les résonances avec justement ce qui se joue, là où il se place sur le numérique, l'horizontalité. Alors, malheur de l'horizontalité, c'est pas le titre que je donne, c'est Ehrenberg, c'est un des chapitres qui compose sa société du malaise. Hein. On voit un contexte politique, on l'entend bien, qui se saisit du contexte numérique, si on veut, qui vient le nourrir. Le nourrir. Le numérique sous-tend cette horizontalité en convoquant chacun à l'endroit de son individualité. C'est ce qui s'y joue. Participe activement à la fabrique de cet individu hypermoderne, que le gouvernement, je répète, a nécessité, à façonner, à fabriquer pour mieux gouverner. Je crois que la déclinaison des outils du numérique participe de cette horizontalité. Et je pense là, en fait, c'est simplement j'avais entendu ça, j'ai eu une patiente prof d'histoire géo dans un lycée plutôt réputé parisien, euh, et qui m'a parlé, donc c'est assez récent, mais donc de ce contrat qui a été fait entre le gouvernement et Apple, euh, pour que chacun des élèves de ce lycée, du collège au lycée d'ailleurs, de la sixième à la terminale, ait chacun un iPad pour ses études. Euh, donc elle me parlait de ça, elle me parlait des difficultés en fait à faire cours, à donner cours avec ses élèves, chacun dans la classe sur leur iPad et elle-même ayant un iPad d'ailleurs, les professeurs aussi, et de devoir conjuguer entre justement l'oralité, le passage à l'oral, et le fait qu'il il faille en passer aussi par ces outils. Euh, et j'ai interrogé un petit peu ça et elle me disait, enfin moi j'avais été surpris de savoir que donc les iPads, bah, en fait ils étaient amenés à la maison par les élèves, c'est-à-dire que c'est leur iPad, voilà, sûrement rendu, mais en tout cas ils les ont de septembre au mois de juin en non-stop. C'est ramené, voilà, ça m'avait quand même assez surpris. Ça rentre un petit peu dans la réflexion qu'on a soulevée là. Euh, Alors, le numérique participe de ce qu'Ehrenberg appelle, alors après, il est un peu dur sur son mot, le malheur de l'horizontalité. Il va parler de malheur. Malheur, c'est pas sans rappeler le titre de Freud, Malaise dans la civilisation, parce qu'initialement, il l'avait appelé Malheur dans la civilisation. Et son éditeur de lui dire, non, non, Sigmund, c'est un peu trop costaud de dire malheur, et on va quand même essayer de vendre, et malaise, c'est pas mal. Conséquence de ce qu'Ehrenberg va appeler un individualisme de déliaison. Individualisme de déliaison. Tous déliés. Ils n'ont pas de liaison. Donc lequel serait donc destructeur des appartenances collectives. Ce qui apparaît de ce constat,
Et là, c'est vraiment, on est à la pointe avancée du discours de l'idéologie individualiste. C'est le remplacement des valeurs de l'appartenance par celui des valeurs de choix. Tu choisis, je choisis. C'est ça, hein, l'individu idéal du gouvernement hypermoderne. Valeur de l'appartenance substitue donc aux valeurs de choix. Sur nos outils numériques s'offre en effet une multitude de choix. Le choix est aux premières loges, commencer par l'identité de notre avatar. Euh, Olivier en a pas mal parlé. Les choix de nos personnages dans les jeux vidéo, je pensais au jeu GTA V. Bon, il a déjà, mais à l'époque, c'était un peu inédit. On pouvait choisir 3 personnages à incarner dans le jeu, personnages différents avec des caractéristiques différentes. Donc, horizontalité sur le numérique et une atomisation des utilisateurs. Ah, on doit jouer les 3. Ok, merci, Olivier. Je ne savais pas. Atomisation des utilisateurs. Le numérique confère une place aux individus sur le réseau dans l'horizontalité et donc le multiple. Je vous ai parlé du multiple. Là où la dématérialisation donc, est effective, ce multiple, cette multiplicité et cette atomisation, cette fragmentation, c'est évidemment la même que sur le marché, hein, que sur le grand marché, qui a ses effets d'une agrégation, grande agrégation des individus, euh, et d'une grande fragmentation, d'une atomisation justement des jouissances, qui a elle-même une conséquence qui va être les effets de ségrégation. C'est encore autre chose, mais les effets de ségrégation. Euh, il faut bien se séparer du troupeau. La ségrégation va, va, va pour cela, en fait, être une solution du sujet, une solution trouvée, pour ne pas se fondre. Bon. Cette société donc numérique, c'est bien, en tout cas, il y a cette idée aussi d'un individu atomisé, d'une atomisation des individus sur ce fil numérique. Donc, ce que veut un petit peu mettre en exergue ici Renberg, c'est qu'il y a cette norme transcendante qui était celle d'hier, hein, et celle qui courait quand même depuis plus de 10 000 ans, de civilisation humaine, depuis très récemment, se substitue, en tout cas dans le ciel social et politique. Hein, c'est là que, de notre point de vue de psychologue, les choses diffèrent, on l'entend, évidemment. Ça ne fonctionne pas. À cette norme transcendante se substitue une horizontalité, on peut qualifier d'embarrassante, qui dit l'engagement ou la promesse, peut-être aujourd'hui, de fixer une norme qui se référerait d'elle-même. Bon, c'est plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cette question-là. Il y a peut-être l'idée que la verticalité est dissoute, rendue vaine, en tout cas, dans l'horizontalité numérique, dans cette atomisation des utilisateurs des outils, je parle, sur les réseaux notamment. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, le mot individu, c'est un emprunt du latin individuum, qui en latin classique traduit le grec atomos, donc c'est l'atome, un atome. Littéralement, c'est ce qu'on ne peut couper, ce qui est indivisible. C'est quand même génial. Notre individu, il est indivisé et on écoute notre sujet, lui, divisé par le langage. En d'autres termes, fin de verticalité, euh, c'est le problème de l'autorité qui se soulève et donc de la multiplicité, une société qui serait multiple en fait, et pas une société une, euh, puisque depuis Thatcher, et c'est un petit peu en 1980, c'est ce qui se confirme dans les sociétés dites, dites occidentales avancées, donc de type néolibéral, c'est-à-dire la société n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de société, ça n'existe pas. Il n'y a que donc des individus, c'est une société des pluralités des modes d'existence. Nouveau type de pathologie, alors évidemment, ça c'est le versant psychopatho qui sera
qu'on pourra discuter. C'est un peu la liberté vs les limites aujourd'hui. Euh, Attends, voilà, c'est Christian Vasseur, qui était président de l'Association française de psychiatrie, qui disait qu'aujourd'hui, la psychiatrie, elle se reconnaît davantage dans la pathologie du lien, dans la pathologie des limites, et non plus, euh, alors qu'hier, celle qui prévalait, c'était la pathologie de la liberté. On nous interdit. Pathologie de la verticalité hier, la liberté, remplacée par ces pathologies de l'horizontalité. Bon. Et il poursuit Vasseur quand il dit que c'est il souligne que ce qui participe à la déliaison dont on parle, à l'effritement du lien, à sa dévitalisation par insuffisance de repères, d'identité, de structure, de nomination. Tout ça, ça entre dans cette idée d'un défaut de symbolisation actuel. Bon, voilà, simplement, bon, ce sont des ouvertures de pistes, mais je pense qu'elles sont intéressantes. Et voilà, et cette idée qu'Ehrenberg soulève, des deux mythes freudiens, en fait, il y a trois mythes freudiens, hein. Le troisième étant le père de la Horde, dans Totem et Tabou. Des deux mythes freudiens, bah, Narcisse semble avoir remplacé Oedipe, tout de moins l'avoir fortement éclipsé. Alors, je continue, et donc je parlerai du discours de la science un peu plus tard, enfin une autre fois. Simplement, c'est un peu quelques touches cliniques, et après je conclus. Euh, voilà, j'ai eu le. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, récemment, j'ai eu un couple de parents divorcés qui venaient donc en thérapie familiale pour leur fils de 9 ans, garde partagée. Grande agitation chez cet enfant de 9 ans, problème avec l'autorité, notamment avec la mère, et qui s'est montée très très haut. Et la question des écrans s'est posée très vite. Et les parents ont décidé de convenir d'un temps un petit peu donc, limité, pardon, cadré, d'écran par semaine, 1 heure, 1h30, il me semble. Et le père donc, ce jeune garçon de revendiquer évidemment plus d'heures et d'afficher une forme de toute puissance. Et le père, un jour, de se fâcher euh, sur les revendications du fils et d'incarner une réelle autorité qui a, me dit-il, la façon dont il raconte, c'est que ça a calmé son fils, ça l'a vraiment calmé de suite, et il s'est mis un peu vraiment à respecter, bon gré mal gré, les temps d'écran sans trop rechigner. En tout cas, ce que j'ai entendu ici, c'est cet l'appel de ce garçon à une autorité parentale qui a une certaine verticalité, où j'ai envie de lui dire, à retrouver un éprouvé d'une dissymétrie des places entre enfants et adultes. Retrouver ce dissymétrie. L'impression que y a quelque chose qui s'est joué comme ça. Et en fait, il ne s'agit pas de l'écran lui-même, là, mais en tout cas, il était vecteur de quelque chose qui le mettait à mal. Euh, Dissymétrie des places entre enfants et adultes, entre les générations, hein, qui est gage de repère, de structure. Euh, une autre petite vignette comme ça, une adolescente au cabinet, on parlait qui a 16 ans, au lycée, et qui me parlait justement de ses camarades et du fait qui racontait son rapport, son temps devant les écrans. Elle me disait qu'elle y était vraiment très peu, qu'elle y était euh, un peu, mais finalement assez de façon épisodique. Et elle me disait en fait qu'au lycée, c'était pareil. Bon, en fait, que ses camarades étaient très peu sur les écrans, mais qu'elle convenait que c'est souvent des adolescents qui étaient en difficulté, notamment dans le lien ou scolaire ou familial, qui se retrouvaient sur les écrans, sur les réseaux, à beaucoup plus en tout cas investir euh, les pratiques numériques. Et on avait discuté, c'est presque les adultes qui sont le plus sur ces outils. Et je crois que c'est assez juste. Je pense que ce que dit cette adolescente, c'est que
Et elle, c'est ce qu'elle me témoigne. Elle a ses groupes d'amis, elle a eu des difficultés avec ses copines, etc. On voit qu'elle est dans une expérimentation justement du lien social. Euh, et que peu sont ceux qui s'isolent véritablement. Voilà. On avait parlé aussi avec Olivier. Ceux qui ont des problématiques psychopathologiques sous-jacentes, de réelles difficultés familiales. Aux prises avec le pubertaire et au remaniement identitaire, je crois, au contraire, qu'il est enjoint à s'essayer à ce lien social, à le rejoindre, à s'essayer à la rencontre à l'autre sexe, à quêter cette reconnaissance dans le lien effectif, mais au corps à corps, et moins d'emblée sur le réseau social. Comme si le réseau ne suffisait pas, en tout cas n'était pas ce premier gage de reconnaissance. Ça fonctionne un temps, pas suffisant. Juste comme ça, je ne sais pas si vous avez. J'ai vu récemment le film, c'est un petit peu sur cette idée de reconnaissance, d'expérimentation, de rencontre à l'autre sexe. J'ai vu le film Close, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est absolument sublime, qui a été primé à Cannes l'année dernière, sur deux adolescents, et avec le désir sexuel naissant, l'image de soi, etc. C'est vraiment superbe. C'est un réalisateur belge qui a 31 ans, qui a aussi écrit Girl. C'est vraiment un réalisateur prodige. Et il y a justement, il en passe pas excessivement par la parole. Ce sont des images, ce sont juste des émotions qu'il capte et des sentiments de ce qui se joue enfin, c'est un très beau film sur l'adolescence. Close s'appelle. Euh, et donc, j'en ai des trucs. Euh, Accro au téléphone, voilà, on en a discuté un peu la dernière séance, mais les gens sont surtout sur les réseaux sociaux à nourrir le lien, à vérifier la présence à l'autre, être moins seul, être validé, reconnu de l'autre. J'ai le sentiment en tout cas que c'est une manière de recouvrer un lien social, le lien social, euh, qui dans la société hyper individualiste se fragilise, s'essouffle. Euh, que de retrouver l'autre, reconnaissance, et qu'importe via un écran interposé. C'est moins avoir ce sentiment, ce moment de coupure, où on est seul et on se confronte à soi-même. Il y a aussi ce biais-là, à son désir, c'est-à-dire à son manque à être. Pour autant, le réseau social, pardon, c'est un biais de confrontation, il me semble aussi, à son manque à être. Ben oui, d'une nature tout autre. L'autre sur le réseau, c'est aussi le maintien d'un ersatz d'amour, dont on sait qu'il est soignant. C'est tout de même un lieu d'adresse pour le sujet. J'avais une petite anecdote, pareil, une phrase comme ça, mon frère m'en voulait, une patiente qui me dit mon frère m'en veut parce que je réponds jamais tout de suite à mes messages, je ne suis pas sur mon téléphone, etc. Et ça l'insupporte, ça le rend, ça le met hors de lui. Il lui en veut, il lui en veut. On voit que la question du désir est convoquée ici. Il ne supporte pas qu'elle ne puisse pas répondre non. Euh, alors, je continue et je vais conclure. Bon, je pense que on aura l'occasion peut-être, parce que moi j'aimerais bien quand même travailler cette question, la question d'Instagram, hein, qui est en tout cas le réseau social qui a le plus de succès aujourd'hui. Euh, et cette occasion du désir de l'autre, bon, je l'ai appelé comme ça, on n'est plus reconnu par l'autre, c'est un peu ce qui manque précisément dans le social, et c'est un lieu de reconnaissance par l'autre. Alors ce qu'avait remarqué Michel Benaïm, euh, qui a écrit Les passions vides sur les dérives adolescentes, professeur à l'université d'Aix-Marseille, Les passions vides, je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire qu'elle dit on est moins dans cette reconnaissance par l'autre, évidemment le grand autre, au lieu du langage, qu'être vu par l'autre. On est vu. Voilà, on connaît hein, le vu,
quand on est vu. Voilà. On est suivi par l'autre. On n'y fait pas face, hein, mais on est suivi. Ça convoque, c'est ce qu'elle dit, la question quand même du voyeurisme, hein, d'un point de vue psychopatho, pour nous, et de l'exhibitionnisme, la jouissance de voir sans être vu. Donc, il y a bien quelque chose d'un aménagement pervers, comme elle le remarque, en cas d'une couleur perverse. Euh, voilà. Et puis, bon, je conclus avec quelques petites remarques comme ça. Les outils numériques, pour, pour résumer aussi, paraissent tout à fait alimenter l'idéal d'autonomie qui surnage dans nos sociétés hypermodernes. L'essor de la communication, ça a son autre versant, on l'a dit, son envers, qui se retrouve qu'on écoute avec nos patients allongés sur nos divans, à traduire le malaise de notre modernité. Son envers, je disais, c'est plutôt du côté du déclin de la parole. Euh, bon, je pense que je ferai une autre communication sur le discours de la science, le discours des technosciences, mais vraiment le discours de la science, pour le dire rapidement, c'est ce que dit Lacan, c'est ne pas savoir ce qui cause le désir d'un sujet divisé par le langage. Euh, et Et c'est là que c'est aussi une leçon qui est dans sa jointure avec le discours capitaliste aujourd'hui. On est sur, je vous fais un teasing, hein, mais sur deux Verwerfung, c'est-à-dire c'est un rejet en fait, un rejet des choses de l'amour, un rejet des causes, de la vérité comme cause, science et capitalisme. C'est là qu'on comprend la politique des hypermodernes comme quelque chose qui est vraiment au travail de régler son compte à la question du gouverné, hein, d'un contrôle de quelque chose qui est de plus en plus étiré. Les mailles du gouvernement sont de plus en plus précis. Euh, voilà. Et la difficulté que me relatait en tout cas cette professeure, puis j'ai quelques profs qui sont en thérapie, mais c'est souvent la transmission par l'oral, par la parole, qui est compliqué, mais qui est difficile, qui est rendu difficile, mais qui ne disparaît certainement pas. Attention, et auquel les élèves vont être plutôt friands et vont comprendre, enfin, vont voir et éprouver nouvellement peut-être que la transmission par la parole et à l'oral génère autre chose. Et peut-être indique aussi un sens, une quête de sens auquel ils sont évidemment au travail. Alors, c'est bien l'individu de droit, parce que ça, c'est aussi ce qu'on remarque, et c'est ce que Ehrenberg en parle, Lipovetsky, mais d'autres auteurs. L'individu de droit, c'est-à-dire les droits individuels de jouissance, les droits d'avoir un compte, d'avoir tel objet, etc., que la société de consommation va mettre à l'avant-plan, individu du droit, au détriment donc de ce que nous cliniciens écoutons, c'est-à-dire le sujet du devoir ou le sujet de la dette, si vous voulez. Colette Solaire va parler de sujet sans dette aujourd'hui, la fabrique d'un sujet sans dette. Bon, évidemment, on n'écoute que ça, nous, la dette. C'est le bouquin de Lipovetsky, d'ailleurs, 92, Crépuscule du devoir, pardon, le crépuscule du devoir, où il s'essaie justement à penser cette question d'un sujet sans dette et d'un devoir qui est de moins en moins évident. euh, Voilà. Et ce que je disais, je continue un peu. L'individu, Lipovetsky a soulevé cette idée-là. C'est pas une critique de type moralisatrice, justement. L'individu hyper moderne qu'il décrit, qu'on s'essaie à fabriquer, il est loin d'être égoïste. Et d'ailleurs, au contraire, c'est ça qui est intéressant. Il y a un vrai paradoxe. L'égoïsme n'est pas l'individualisme. L'individualisme, c'est plutôt le principe de libre disposition de soi. Je suis libre de disposer de moi. Voilà, ça. Ouais, parce qu'on décrit ce profil-là de cet individu autocentré, eh bien non. Et preuve en est, il soulève, il y a 12 millions de Français qui font du bénévolat, qui sont dans des associations. Il y a un Français sur deux qui se montrent qui sont solidaires et donnent de l'argent à une association. La sensibilité altruiste est loin d'être morte. Au contraire, il y a presque un système de balancier, en fait,
où on entend hem, justement une plus grande sensibilité à l'autre. OK, et je conclus. Donc voilà, je vais conclure simplement sur, voilà, le numérique met au jour, qui est porté donc par un idéal d'autonomie, par cet hyper-individualisme narcissique dont je parle, met au jour, je crois, des traits importants, heu, manifestes même de la psychopathologie de l'hypermodernité, hein, de celle aussi qu'on écoute, qu'on traite. La dépression d'abord, les solitudes derrière les écrans, l'estime de soi, la crise subjective, évidemment. Hem, ce que d'aucuns nomment aujourd'hui la mélancolisation du sujet, c'est Serge Lesourd qui parle comme ça, la mélancolisation du sujet. Les perversions, bon, en tout cas, on a évoqué ça sur les réseaux, et se voir sans être vu, et puis les addictions, hein, voilà. Heu et et les états limites qui sont ces états sans limite, ces pathologies de limite, de la limite et du limite. Hem Et ben voilà, je m'arrête là. On discute.